Bonjour à tous, bonsoir. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là, ce matin. Alors maintenant, on va parler. Je suis Étienne Jarnel, pardon. Je suis le directeur de la rédaction du Point. Et maintenant, on va parler d'énergie. Alors vous savez, l'énergie, c'est quand même le sujet chaud du moment, puisque tout le monde ne parle que de nucléaire, de pétrole, d'énergie renouvelable. C'est même un sujet fondamental dans la campagne présidentielle. Et donc, pour en parler, nous avons Bernard Bigot. Il est là. Voilà, l'administrateur général du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui va bien sûr nous parler de nucléaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous accueillons également Claude Allègre, qui est là, scientifique, géologue, également ancien ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous accueillons Jean-Louis Etienne, célèbre explorateur. Alors il est habitué des banquises polaires, auteur de nombreuses expéditions, mais également très compétent sur le plan scientifique, parce qu'il a même publié des livres. Il s'intéresse depuis des années à des tas de sujets, aux énergies renouvelables, même au nucléaire, puisqu'on en a parlé avant. Il connaît très bien. Manuel Lepoutre, qui est directrice du développement durable et de l'environnement de Total. Voilà. Qui va nous parler de pétrole, bien sûr, mais asseyez-vous, je vous en prie, hein, de pétrole, mais également de photovoltaïque, puisque Total a investi beaucoup dans ce domaine-là. Et nous accueillons enfin Jean-Marie Tarascon, professeur, alors il est là, le voici, professeur à l'université de Picardie, qui a été titulaire l'an dernier d'une chaire de développement durable et d'environnement au Collège de France. Ça n'est pas rien, et qui est membre de l'Académie des sciences, et c'est le grand spécialiste du stockage de l'énergie, qui est mondialement connu pour ce sujet-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement par le sujet le plus chaud, qui est le nucléaire. Alors, on a eu Fukushima l'an dernier. Le rapport de la Cour des comptes il y a peu de temps qui dit que quand même ça coûte cher de prolonger les centrales. Est-ce que Bernard Bigot, puisque le nucléaire avant tout c'est vous ici, est-ce que le nucléaire a du plomb dans l'aile? Le nucléaire, il a effectivement aujourd'hui un certain nombre de défis à relever. Le premier défi, c'est celui de la confiance du public. Quand on fait du nucléaire, on s'engage grosso modo pour 100 ans. Quand on construit une centrale, il y a, on va dire, entre 5 et 10 ans de construction, 50 ans de fonctionnement et, disons, 30 à 40 ans pour construire, assainir, démanteler. Donc, le défi du nucléaire, c'est celui de la confiance. Alors, la confiance, pourquoi faire? Évidemment, pour avoir une énergie dans les conditions qui satisfait un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est évidemment la sûreté. C'est-à-dire que je crois que l'opinion publique, dans le monde entier, elle peut accepter le nucléaire s'il n'y a pas de relâchement de la radioactivité à l'extérieur du site nucléaire, même en cas d'accident le plus sévère et le plus grave. Et Fukushima, à cet égard, et vous avez la gentillesse de nous montrer quelques photos. On voit quelques images qui sont assez terribles a montré que lorsque l'on ne respecte pas un certain nombre de règles, eh bien, effectivement, le nucléaire peut aboutir à une catastrophe et des difficultés. Ceci étant, le nucléaire, il ne faut pas raisonner le nucléaire tout seul. Il faut raisonner le nucléaire dans une perspective d'usage de l'énergie. Quels sont les moyens dont notre planète dispose à des temps longs, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je crois, pour pouvoir assurer la satisfaction de ses besoins en énergie. Et ma conviction profonde, c'est que le nucléaire, c'est un atout sérieux lorsqu'on sait le maîtriser. Je crois que dans notre pays, nous avons appris à le faire. Et donc, je suis tout à fait ouvert à expliquer pourquoi, aujourd'hui, même s'il y a des risques, ces risques, ils valent vraiment le coup d'être pris. Claude Allègre, pour vous, le nucléaire, c'est sûr aujourd'hui ou pas? C'est possible même de faire du nucléaire sûr ou pas? D'abord, je voudrais faire remarquer que l'accident de Fukushima est dû à un tsunami et que les morts qu'on a vus à la télévision ne sont pas dus au nucléaire, mais au tsunami. Et que lorsqu'on mélange les deux choses, on va vers quelque chose qui n'a rien à voir.
Deuxièmement, la sécurité du nucléaire, bien sûr, elle doit être assurée, et plus on l'assure, mieux ça vaut. Mais je crois surtout que le débat, aujourd'hui, le débat sur l'énergie va changer petit à petit. Non pas parce que le nucléaire ne va pas s'arrêter, pas plus que le pétrole, mais on va vers une multiplication de sources d'énergie. Il va y avoir le photovoltaïque, non pas dans des grandes centrales, mais à l'échelle individuelle. Il va y avoir le nucléaire lui-même qui va évoluer vers des petites centrales. Il va y avoir, dans quelques années, l'hydrogène, des années pas si longues que ça. Il va y avoir la géothermie qui va se développer, qui permet de chauffer. N'oubliez pas que plus de 40% des dépenses d'énergie, c'est le chauffage. Et donc, je pense qu'on ne va plus parler, comme on l'a fait pendant longtemps, quelle est la solution pour l'énergie, mais je pense qu'on va vers un bouquet et qui, suivant les pays, on mettra l'accent sur tel ou tel. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, qui va être une transition probablement philosophique plus importante, et pour les Français, une rupture, c'est que cette énergie, elle ne va pas être centralisée comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'on produira de l'énergie dans un certain domaine, une région par exemple, avec les petites centrales, avec des moyens de stockage de l'énergie aussi, parce que dans la maison aujourd'hui, par exemple, on se trouve sur le photovoltaïque avec une règle complètement ridicule. Si vous mettez du photovoltaïque dans votre maison, vous produisez de l'électricité, il faut le vendre à EDF qui vous revend de l'électricité et qui en plus vous la revend moins cher que ce que vous fabriquez. Donc, bien sûr, dans le futur, vous fabriquerez le photovoltaïque pour vous dans votre maison. Donc, je crois qu'on va vers un changement. On appelle un changement de paradigme par rapport à ce problème d'énergie. Mais je ne crois pas à une crise de l'énergie. Je crois qu'on ne va pas manquer d'énergie. Je pense simplement qu'on va aborder ce problème d'une manière différente. Et d'ailleurs, Bernard Bigot n'en a pas parlé, mais le CEA fait des recherches sur le nucléaire, mais fait aussi des recherches sur les énergies alternatives. Et c'est quand même le symbole qu'il n'y a pas une solution, mais il y a diverses solutions sur le nucléaire. Alors, le nucléaire. On va y revenir, bien sûr, au pétrole et aux énergies renouvelables, mais si on reste quelques minutes sur le nucléaire, Manuel Lepoutre, vous, chez Total, il y a quelques mois, quelques années, on parlait d'un développement dans le nucléaire, et puis on en parle un peu moins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Fukushima vous a un peu refroidi de ce point de vue-là? Est-ce que vous vous dites, c'est peut-être pas le moment d'y aller? Alors, chez Total, on a une vision du mix énergétique dont je reparlerai plus tard sur le futur, où le nucléaire a toute sa place, puisque, en effet, le problème est que nous allons manquer d'énergie et que le nucléaire a sa place dans le mix énergétique, mais pas à tout prix, n'importe comment, bien évidemment. Alors, pourquoi Total n'y est pas? Parce que Total, c'est bien une énergie compagnie, mais Total n'a pas la vocation à être dans toutes les énergies. En plus, pour faire du nucléaire, il faut être deux. Il faut avoir des clients qui ont envie que Total s'implique dans le nucléaire. Et c'est vrai que suite au changement de paysage, que ce soit au Japon, suite à Fukushima ou en Allemagne, aujourd'hui, c'est pas le moment pour Total de rentrer sur ces marchés-là, en effet. D'accord. Mais alors, vous parliez de plus petites centrales. Alors, est-ce qu'il y a une centrale d'avenir? Est-ce que les centrales, alors cette question s'adresse à vous, mais aussi à Bernard Bigot, est-ce qu'on va changer de mode de nucléaire? Est-ce que les centrales actuelles, donc on dit de génération 2 ou 2,5 ou 3 pour l'EPR, ça dépend de la vision qu'on en a, est-ce que finalement ce nucléaire-là a de l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres types de centrales? On parle de la génération 4. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à venir? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le problème de la génération 4 et il y a le problème des dimensions des centrales. C'est deux choses distinctes. Pourquoi la génération 4? Parce que la génération 2 ou 3 utilise de l'uranium 235 enrichi
et que de ce fait, il ne représente que 1/137e de l'uranium naturel. Il faut l'enrichir. Donc, si on faisait ça et que ça se développe, on tomberait rapidement par des problèmes de réserve. On a aujourd'hui des problèmes de réserve d'uranium? Non, pour l'instant non, mais dans 50, 60 ans, on aurait des problèmes de réserve. Donc on va passer à une technologie qui est un peu différente. Mais la deuxième chose, va vous dire avec parce que je le vois qui boue là, Bernard Bigot, il a envie de... Il va vous le dire, il va vous le dire. Mais la deuxième chose, c'est le problème de la taille des centrales. Personnellement, je pense que c'est un changement qui ça ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui disent qu'il faut continuer à avoir des grandes centrales, on distribue, etc. Moi, je crois qu'on va vers des petites centrales et vers des bouquets énergétiques avec plus d'autonomie. Et y compris, comme certains le disent aujourd'hui, grâce à Internet, l'équivalent d'Internet, où on échangera entre une région et une autre de l'énergie, parce qu'il neige dans une région, l'autre est expédié de l'énergie. Donc je crois qu'on va vers quelque chose de plus, enfin, moi, que je considère comme plus humain. Bernard Bigot, la centrale de demain. Alors, d'abord, la centrale de demain, on a atteint, je crois, avec ce qu'on appelle les réacteurs de génération 3, dont l'archétype est aujourd'hui l'EPR, un niveau de sûreté avec la technologie qu'on appelle des réacteurs à neutrons thermiques, qui est, de mon point de vue, un palier. Donc ces réacteurs-là, avec une puissance maximum, c'est l'optimum économique. Alors ces centrales-là, c'est l'EPR? Oui, c'est l'EPR. Dans un pays où vous avez un réseau qui peut supporter effectivement des puissances fortes, 1600 mégawatts électriques, c'est considérable. Ce sera, de mon point de vue, l'optimum économique, avec la technologie des réacteurs à neutrons thermiques, comme je dis, qui n'utilisent que 0,6% du contenu énergétique de l'uranium. On peut préciser 1600 mégawatts, qu'est-ce que ça représente, une ville comme Toulouse? Si vous voulez, pour faire simple, aujourd'hui, notre parc, c'est 160 000 mégawatts, d'accord? Donc ça veut dire que c'est à 2 ou 3%, si vous voulez. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc vous concentrez en un même moyen 2 ou 3% de la puissance totale. Voilà. Bon, c'est assez important. Il faut un réseau pour le supporter. Et honnêtement, la grande taille, pourquoi? Parce que lorsque vous exigez de la sûreté du nucléaire, il y a énormément de précautions à prendre. Ces précautions, que vous ayez un réacteur de 100 mégawatts ou 16 000 mégawatts, 1600 mégawatts, c'est pas très différent. C'est pas très différent. Donc, il y a un optimum de dimension. Mais comme le dit très justement Claude Allègre, il y a aussi des zones où construire un réseau avec toute la puissance en question, ça ne se justifie pas. Donc l'optimum économique à ce moment-là peut être sur des réacteurs de plus petite taille, qui présentent un autre avantage, c'est qu'ils peuvent être assemblés en usine, donc c'est beaucoup plus rapide, effectivement, à les déployer. Donc c'est des questions qui sont ouvertes, et il n'y a pas de raison de dire l'un contre l'autre de mon point de vue. Et puis il y a un deuxième sujet qui est pour moi aussi important, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie que l'on a, des neutrons thermiques, on produit du plutonium. Et, comme le dit très justement Claude Allègre, on produit une grande quantité de ce qu'on appelle de l'uranium appauvri. Il faut savoir qu'en France, à l'horizon des années 2040, si on continue avec le nucléaire tel qu'il est là, il y aura 500 000 tonnes d'uranium appauvri sur le carreau en France, d'accord, et suffisamment de plutonium pour pouvoir effectivement fournir la totalité de l'électricité dont nous avons besoin au rythme où c'est là pour plus de 5000 ans. Donc on change complètement la donne. C'est les réacteurs qu'on appelle à neutrons donc rapides, qui en plus ont le grand avantage de consommer le plutonium. Mais c'est pas Superphénix, ça? Superphénix fait partie... Qui n'a pas laissé un très bon souvenir partout. Alors, Superphénix fait partie de cette génération des réacteurs à neutrons rapides. Superphénix, il était dans une logique qui était ce qu'on voulait un surgénérateur. C'est-à-dire que vous démarriez avec une certaine quantité de plutonium, la réaction se passait et vous aviez plus de plutonium que vous n'en aviez introduit initialement. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette même logique. On est avec une logique de ce qu'on appelle des isogénérateurs, c'est-à-dire vous allez consommer autant de plutonium que vous en introduisez. L'intérêt de cela, c'est que ça garantit une sûreté bien supérieure, une opérabilité bien supérieure. Donc, aujourd'hui, la loi, le Parlement, a demandé au CEA d'explorer cette piste pour qu'en 2020, nous ayons la mise en place d'un premier réacteur que l'on nomme Astrid, qui visera à faire la démonstration de l'opérabilité industrielle de ce qu'on appelle cette 4e génération. Donc, vous voyez, le paysage nucléaire,
il est diversifié. Il y a un certain nombre de pistes qui s'ouvrent. Toutes sont sous une contrainte absolue, la sûreté. Claude Allègre qui a envie de réagir. Je veux juste ajouter une chose. Ayant participé à la fermeture de Superphénix, comme vous le savez, Superphénix, il y avait d'autres défauts. C'était la taille. On croyait que plus on faisait gros, mieux ça allait. Moi, je crois que c'est pas ça. Donc, on a réouvert Phénix. Donc, la France a gardé la technologie des surgénérateurs. Mais je crois que l'une des choses importantes, si on fait des petits générateurs, c'est que la sécurité est maximum, parce qu'on peut les enfermer entièrement dans une enceinte étanche. Et donc, s'il y a quoi que ce soit comme accident, il n'y a rien qui sort à l'extérieur, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile à faire si c'est un énorme réacteur. Donc, je crois que là aussi, on va vers cette technologie. Pour vous donner simplement un argument que vous considérerez peut-être qu'il n'en est pas un, M. Bill Gates, qui ne met pas son argent n'importe où, son grand investissement maintenant, ce n'est pas Internet, c'est les petits générateurs. Il a mis de l'argent maintenant pour développer les petits générateurs aux États-Unis. Donc, Et vous avez investi, vous aussi, alors, ou pas? non, Pas d'accord. Moi, je n'ai pas, hélas, ou tant mieux, la richesse de M. Gates. Alors, Jean-Louis Etienne, vous êtes très connu pour vos préoccupations environnementales et très souvent, on trouve dans les gens qui ont pas toujours, mais très souvent, qui ont cette préoccupation-là, une opposition assez farouche au nucléaire. Et vous, c'est pas votre cas. Expliquez-nous pourquoi. J'ai envie de mettre un peu en perspective les choses par rapport à l'utilisation que je fais des énergies. Donc, quand je pars sur le terrain, que ce soit sur l'île de Clipperton, au pôle Nord ou ailleurs, l'énergie est au centre de la réussite du projet. Donc, j'essaye toujours d'emporter avec moi ce qui va nous donner la meilleure densité énergétique. Et je donne un exemple, sur l'île de Clipperton par exemple, on était 20 personnes, 20 citoyens éclairés sur le sujet. On avait 80 panneaux solaires, 2 éoliennes de 1,5 kW chacune, on avait 2 packs de batteries de lithium-ion de grande qualité que nous avions en titre expérimental que nous avait donné la DGA. Est-ce que c'est Jean-Marie Tarascon qui vous avait fourni? Parce que c'est lui le grand spécialiste des batteries lithium-ion. C'était la DGA qui nous l'avait donné en expérimentation. Et on était 20 personnes, on avait 2 congélateurs, 2 frigos, une antenne pour envoyer des messages, un désalinisateur, l'éclairage à 6 heures du soir parce qu'il faisait nuit sous les tropiques, et le soir, il y avait 10 chercheurs avec un ordinateur chacun, ce qui fait un ordinateur, c'est 60 watts à peu près. On faisait extrêmement attention, le soir à 8 heures, il fallait qu'on mette le groupe électrogène. Nous manquions effectivement d'électricité. Alors on aurait pu mettre des grandes éoliennes, effectivement, mais par rapport à 20 personnes, tout ça pour dire que l'énergie renouvelable, si vous voulez, elle a une faible densité. Et le problème donc des énergies renouvelables, vous voyez, je suis passé à l'opposé par rapport à la construction de ce que vous vouliez faire, peut-être le discours, mais c'est pas grave, c'est fait pour ça. Mais elles ont une très faible densité. Notre société, notre civilisation, l'humanité s'est construite sur le tronc commun central des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. On y est toujours. Ça a une densité assez remarquable. Regardez ce qu'on fait avec un plein d'essence. On traverse la France sans problème. Pour le moment, on n'y arrive pas avec des batteries parce que ça pose d'autres problèmes. Et M. Tarascon va nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Donc notre civilisation, l'humanité construite aujourd'hui sur ce tronc commun qui un jour, les pétroliers ne nous le disent pas, mais on le subodore que ça va finir par se tarir. Donc il va falloir changer. Le Poutre va répondre là-dessus tout à l'heure. Changer, si vous voulez, cette civilisation sur laquelle nous sommes par autre chose. Et il va falloir le faire vite, parce que c'est tellement, monsieur Allègre, vous l'avez souligné, tout le monde le sait, il faut tellement de temps pour mettre en place un nouveau système énergétique avec une production industrielle, une distribution, une sécurité, ça prend quasi un siècle. Et c'est comme si tout d'un coup on s'était rendu compte, les biologistes qui étaient là tout à l'heure, qui travaillent sur le génome, on s'était rendu compte à un certain moment qu'en faisant notre étude génétique, on se rendait compte que, putain, dans 50 ans, nos globules rouges seront inopérants. Imaginez le truc, les globules rouges, c'est ce qui amène l'oxygène
Et l'énergie à nos cellules, elles sont nombreuses. Vous pouvez faire le parallèle avec l'humanité tout d'un coup, qui est rassasiée, qui se nourrit du pétrole, le gaz et le charbon, qui tout d'un coup va avoir un problème. Il faudrait que tout d'un coup qu'on invente un nouveau système sanguin. Le changement de l'énergie est de cette même nature-là. Donc nous avons ce tronc commun pétrole, gaz et charbon qui est là pour le moment, qui nous rend d'énormes services, les énergies fossiles qui ont besoin d'être densifiées, et de l'autre côté, ce qui a été évoqué à l'instant, une énorme densité énergétique qui est l'atome. Il est évident que j'en reviens à votre question, la génération 2 à l'heure actuelle, elle a été conçue il y a 50 ans, construite il y a 20-30 ans. Depuis, vous l'avez évoqué, on a fait d'énormes progrès. Pour préciser, donc, ce sont les réacteurs qui actuellement équipent la France. Voilà, les réacteurs qui équipent la France. Donc cette génération, elle a été inventée et construite il y a longtemps. Elle est, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent, obsolète au sens où on ne veut pas refaire la même chose quand on va avancer dans le nucléaire. Et donc, la difficulté qu'on va avoir à concentrer les énergies renouvelables, l'effondrement du pilier central progressif sur quelques décennies va nous obliger à faire appel à une énergie qui est extrêmement concentrée. Et on la trouvera effectivement dans l'atome. Et donc, il faut arriver, et moi j'aime la technologie, c'est pour ça que je me suis passionné sur ces projets, je pense qu'on peut arriver dans le futur à faire, et il faudra y arriver, à faire du nucléaire renouvelable, du nucléaire durable, pardon. Et je pense qu'on n'aura pas assez... Je vous ai fait disparaître des écrans, madame. Hein. C'est-à-dire qu'au milieu, j'ai enlevé petit à petit les énergies fossiles. Malheureusement, il reste encore beaucoup de charbon, qui est un vrai problème aujourd'hui pour l'avenir climatique. Oui, c'est l'énergie qui a le plus de réserves fossiles. Et il y a le plus de réserves. Et les grands pays qui ont des grandes surfaces ont statistiquement plus de chances que nous, qui sommes un petit pays, d'en avoir. Et qui a du charbon? Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, tous ces grands pays. Et ça représente une ressource, d'ailleurs, ils ne s'en privent pas, ils s'y sont mis. Mais bon, réfléchissons, puisqu'ici on est pour parler de l'innovation, faisons abstraction de tous les progrès que l'on peut faire sur le pilier central des énergies fossiles pour penser futur, c'est-à-dire renouvelable, qui à mon avis, et je suis d'accord avec vous, en régionalisant les énergies renouvelables, en faisant quelque chose qui est perçu par l'individu, par le citoyen comme quelque chose qui lui appartient à l'échelle régionale, et à une condition que chaque citoyen devienne des acteurs, c'est-à-dire qui ait pris conscience de la préciosité de l'énergie, qui ait isolé son habitat, qui devienne vraiment acteur de cette énergie qui est extrêmement précieuse. On doit pouvoir passer en renouvelable, mais pour les gros appels de puissance, le nucléaire sera à mon avis, la solution. Justement, le renouvelable, parce que quand on parle de renouvelable, il y a la question qui arrive toujours, c'est est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que ça peut représenter des grosses masses comparables au nucléaire, comparables au gaz, comparables au charbon ? Bernard Bigot. Oui, ça peut représenter des volumes importants. Le vrai problème, c'est celui de l'intermittence. Voilà. Il y a assez d'énergie renouvelable sur cette planète. Le problème, c'est l'intermittence. Jean-Marie Tarascon va peut-être pouvoir... Si vous voulez, juste un chiffre qui m'a frappé dernièrement. L'Allemagne a aujourd'hui près de 30 000 mégawatts d'électricité éolienne installée, c'est-à-dire la moitié de la puissance du parc nucléaire. La quantité d'électricité qui est sortie de ce parc a représenté 17% de cette capacité au cours de l'année dernière. C'est-à-dire que 80% du temps, pour faire simple, en moyenne, vous n'avez pas la puissance de disponibilité. Donc pour moi, le vrai enjeu, il y a une complémentarité entre le nucléaire, et M. Etienne dit à juste titre, le nucléaire, c'est une énergie incroyablement dense. 1 million de fois plus dense que le pétrole ou le gaz. Mais alors, voilà. Jean-Marie Tarascon, alors vous êtes le spécialiste du stockage. Est-ce que finalement, la clé des renouvelables, c'est pas ça, c'est de pouvoir stocker l'énergie quand il y a du vent ou du soleil, et puis la redistribuer après. Mais est-ce que c'est possible ? Parce que moi, j'ai toujours appris que jusqu'à présent, non, on ne stockait pas. On arrive à avoir des piles électriques ou des batteries pour les téléphones portables. Mais est-ce que des batteries gigantesques pour stocker de l'énergie des éoliennes, est-ce que c'est envisageable ? Écoutez, d'abord, je voudrais peut-être revenir sur le problème d'énergie et montrer et sensibiliser l'audience que c'est un effet d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise une puissance installée de 14 terawatts, c'est-à-dire 200 000 terawatts-heure. En 2050, il va falloir doubler. Okay. Qu'est-ce que ça représente ? C'est dans le monde, ça. Vous parlez Dans le monde, 14 terawatts de plus. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente 13 000 réacteurs nucléaires.
Ça veut dire qu'il faut construire un réacteur tous les jours pendant les prochaines 50 années, ce qui est impossible. Donc c'est la raison, comme disait M. Allègre, ce sera directement un mix énergétique. Alors bien sûr, quel est l'espoir? Bon, on parle du charbon. Le charbon, il y a le problème de séquestration, et ce n'est juste qu'à l'état expérimental. Séquestration du carbone, hein, c'est ça que du l'on CO2, parle. du CO2. Voilà, du CO2 dans la Terre. On peut bien sûr entrevoir les énergies renouvelables. Et là aussi, on va mettre des chiffres. Le Soleil, directement, délivre 10 000 fois l'énergie qu'on a besoin sur notre planète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 90 minutes, le Soleil délivre cette énergie. Le problème que l'on a, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir captiver, si je peux dire, de façon efficace cette énergie, de façon fiable et à bas coût. Voilà un des problèmes principaux. Le deuxième problème qu'on a, comme M. Bigot le mentionnait, ce sont des énergies intermittentes, d'où il faut les stocker. Et on en revient à votre question. Pour les stocker, il y a plusieurs formes de stockage. Il y a le stockage, bien sûr, électrochimique, qui est bien cher puisque je travaille dessus. Il y a le stockage par les volants tournants. Il y a le stockage également par tout ce qui est les systèmes hydrauliques, ainsi de suite. Le système hydraulique, ça veut dire qu'on utilise l'énergie pour remonter l'eau dans un barrage et puis quand on en a besoin, on la fait descendre. Donc on fait faire l'ascenseur à de l'eau de mer. On fait l'ascenseur à l'eau de mer. Alors là aussi, si on met des chiffres, si on regarde aujourd'hui, eh bien, il y a tout simplement, dans tout ce qui est fait de stockage d'énergie, eh bien, on stocke simplement que 2% de l'énergie qu'on utilise. Et sur ce stockage, eh bien, 98% est du pompage hydraulique. Et le reste, le parent pauvre, c'est les batteries. Alors les batteries, pourquoi? Eh bien parce que la recherche électrochimique dépend des matériaux. Et en 200 ans, la capacité des batteries a été multipliée par 4. Donc multipliée par 2 les 20 dernières années. Si on regarde maintenant dans le futur, eh bien, effectivement, il y a des unités de 5 à 10 mégawatts qui sont utilisées. Et si vous avez lu les journaux, la technologie qui est une technologie de pointe était la technologie sodium-soufre, dont certains se rappellent les problèmes qu'il y a eu dans la voiture électrique il y a de cela 20 ans. C'est une technologie qui était apparemment très, très fiable. Et récemment, le 21 septembre, eh bien, il y a eu un incident au Japon et tous les plans de cette fameuse technologie sodium-soufre ont été arrêtés. Donc, au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes à la recherche de nouvelles technologies. Et je peux dire qu'il y a des technologies très prometteuses, dont je pourrais vous mentionner par la suite, que l'on poursuit, mais malheureusement, leur temps de maturation est encore incertain. Donc, voilà, si vous voulez, on en est au niveau des batteries. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura des batteries géantes susceptibles de stocker l'énergie d'une grosse éolienne de 2-3 mégawatts? Non, on peut au jour d'aujourd'hui stocker jusqu'à 5 mégawatts, ainsi de suite. Le problème, là aussi, c'est un problème de coût. Si vous comparez directement ce stockage au stockage hydraulique, vous avez un facteur 3 par mégawatt. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus cher que le stockage. Et si vous voulez, c'est là la difficulté. Avec un problème également de fiabilité et de sécurité dont je vous ai mentionné. C'est-à-dire un problème de sécurité. Quel est le problème de sécurité avec le stockage? Sécurité, c'est-à-dire qu'on travaille notamment avec des concentrations d'énergie très importantes et des explosions et des dysfonctionnements peuvent arriver. Jean-Louis Etienne a un exemple. On a un exemple pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la dispersion de ces énergies renouvelables. C'est difficile, il faut les concentrer. Vous avez ici à Toulouse, on entend parler de l'inauguration de Gemasol. Gemasol, c'est une centrale solaire thermique. On ne fait jamais assez appel au solaire thermique. Votre tuyau d'arrosage qui est dans le jardin, l'eau est extrêmement chaude à la sortie, ça n'a rien à voir avec la température extérieure, ça capte. Il y a une centrale nucléaire solaire donc, qui a été construite en Andalousie. C'est un truc comme ça, un gros poteau qui fait 80 mètres, et en gros, il y a un gros réservoir de sel. C'est pour ça Gemasol. Et tout autour, vous avez des miroirs qui renvoient le soleil sur ce réservoir. Et ça chauffe à 3000 degrés. Donc ce sel est fondu. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche le jour et la nuit. On n'est plus dans le photovoltaïque, puisqu'on est dans du solaire thermique. C'est tellement chaud que ça continue à fonctionner. On fait traverser... Il n'y a plus de soleil la nuit, comment ça peut marcher? Non, c'est parce que c'est chaud. Ah, ça reste chaud. Oui, voilà. ça reste chaud. 3000 degrés, un bac à sel, ça reste chaud à 3000 degrés. On avait des chauffages à accumulation, on appelait ça avant, mais c'est exactement ça. Donc on fait traverser, ça fait marcher des turbines, etc. Le problème, c'est que pour fonctionner, il faut une quantité tellement importante de miroirs pour renvoyer le soleil que ça occupe une surface de 180 hectares. 180 hectares, c'est 360 terrains de foot.
360 terrains de foot, et ça produit 20 mégawatts. 20 mégawatts, c'est 10 éoliennes de 2 mégawatts qu'on a dans nos campagnes. Donc vous voyez, 180 hectares au sol pour produire l'équivalent de 10 éoliennes de 2 mégawatts. Donc c'est un vrai problème de concentration, le renouvelable. Alors Manuel Lepoutre, vous allez réagir sans doute là-dessus, parce que Total a investi beaucoup d'argent d'ailleurs dans le photovoltaïque. Et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Pourquoi plus que les éoliennes? Et qu'est-ce que vous en attendez du photovoltaïque? Alors oui, Total est peut-être probablement plus connu par le cœur de son métier, donc parce que c'est un producteur de pétrole et de gaz, mais on est aussi une énergie compagnie. On s'implique bien sûr sur le futur énergétique et on investit donc dans des énergies qui viendront compléter ce mix dont on a parlé, je pourrais revenir dessus. Et cela fait plusieurs années que l'on a des équipes de recherche qui analysent et contribuent à l'évolution d'un certain nombre d'énergies renouvelables, dont le solaire photovoltaïque, mais aussi thermique, puisqu'on a construit la plus grosse installation photothermique au monde à Abu Dhabi, qui s'appelle Shams. On a aussi investi, comme vous l'avez dit, en juin 2011 dans une compagnie qui s'appelait SunPower, qui a une technologie photovoltaïque qui présente beaucoup d'avantages puisqu'elle a une efficacité de captage électrique par rapport à la surface utilisée, qui est un des problèmes dont parlait Jean-Louis Etienne, bien meilleur que les autres technologies. Donc nous sommes maintenant, en effet, la 3e compagnie dans le photovoltaïque au monde, ce qui est peut-être moins su. Donc, ceci étant dit, c'est pas parce que nous y sommes et que nous aussi croissons dans la biomasse, l'exploitation de la biomasse, toutes les transformations de filières, etc., que l'on pense qu'on va pouvoir se passer de pétrole demain matin et qu'on va quitter notre cœur de métier. On y est. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous me l'avez signalé tout à l'heure, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille dans le solaire, puisque énormément de compagnies solaires ont fait faillite ces dernières années, que la valeur même d'Ivresque de SunPower a baissé. Mais il y a eu un petit crack solaire. On a parlé de crack solaire. Oui, il y a eu un crack solaire. C'est un petit peu comme tous ces développements économiques qui se passent avec beaucoup de médiatisation, beaucoup de subventions, etc. À un moment, ce sont des bulles qui éclatent. Quand le marché n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de clients et le solaire ne se vend pas et donc les compagnies font faillite. Ça reste une réalité. Ceci étant dit, la constante sur le long et le moyen terme, elle est claire. Le solaire sera utile et il sera même compétitif en termes de coûts. On n'a pas beaucoup parlé de coûts d'accès à l'énergie. Mais c'est réputé très cher, le solaire. Est-ce que c'est encore vrai? Alors, c'est complexe, c'est plus complexe que ça. C'est très subventionné, avant de vous répondre, je voudrais quand même revenir sur la notion de coût, puisque tout à l'heure, Jean-Louis Etienne a dit quelque chose que je partage complètement sur notre civilisation qui s'est développée sur le pétrole et le gaz et le charbon. Bon, oui, elle s'est développée, mais ce n'est pas un hasard. C'est en effet la densité, c'est la disponibilité de cette ressource au travers du globe, même si malheureusement il est très concentré pour le pétrole et le gaz aussi au Moyen-Orient, mais c'est aussi son coût d'accès. Parce que, bon, on peut fantasmer sur l'arrêt du pétrole. J'ai entendu ça ce matin dans un discours. Oui. On va en parler dans quelques instants. On peut fantasmer là-dessus. Mais on peut aussi demander à chacun d'entre nous, et encore mieux à des gens en Inde, en Afrique, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'énergie. Pourquoi? Pour bouger. Mobilité, accès à la mobilité, accès à l'habitat, au chauffage dans les pays où il fait froid. Accès à la santé, tout simplement. On a besoin d'énergie pour la santé, accès au développement de la science et compagnie. Donc, voilà, eux, quelle que soit l'énergie qu'il y a derrière, ce qu'ils veulent, c'est un accès et un coût faible. Qu'est-ce que veulent les PME ou les gens qui développent des entreprises? C'est aussi avoir un accès à de l'énergie à un coût faible. Et le pétrole et le gaz, le charbon aussi, restent quand même ces énergies à des coûts extrêmement compétitifs. Ceci étant dit, le progrès technologique
La contrainte qui est mise sur la disponibilité, pas tant en ressources aujourd'hui, on pourra revenir là-dessus, je sais que vous avez, mais en capacité de production, fait que probablement, dans un certain nombre de conditions, ces énergies alternatives sont rentables et c'est bien pour ça que Total investit dedans. D'accord. Le coût est un élément très important. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et les chiffres sont sur la table. 2003-2005, on importait 140 millions de tonnes d'équivalent pétrole, ça nous a coûté 23 milliards d'euros. L'année dernière, un peu moins de quantité, 65 milliards d'euros. Donc le vrai sujet de l'énergie, et avec les temps longs qui sont les adaptations, c'est effectivement quelle stabilité des coûts. Le pétrole, le monde que nous connaissons s'est développé sur le pétrole, le charbon, le gaz, parce que c'était abondant, peu cher. Donc aujourd'hui, on rentre dans une zone où, y compris le pétrole, le gaz, deviennent chers. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes. Pas partout. Vous savez, le prix de la BTU aux USA grâce au gaz de schiste quand même. Hein. Je raisonne pas. Là, c'est difficile d'être compétitif. Je suis absolument désolée, mais je suis d'accord avec vous, c'est l'unité énergétique dans laquelle se vend le gaz. Il a été divisé par 3 grâce justement à l'abondance de la réserve. Ça, c'est quand même un point essentiel que j'aimerais rappeler ici. C'est peut-être un peu provocateur, mais... Je veux bien qu'on parle des États-Unis, je suis plutôt moins centré sur les sujets européens et français. La réalité, elle est là. Multiplié par 3 le prix de nos importations de gaz de pétrole et de charbon en moins de 5 ans. Et ça, c'est pas tenable. On est tributaire d'un certain nombre de contrats russes, vous le savez, au niveau européen. On n'a pas la ressource en France. Et donc, forcément, il y a des gaz de schiste, je ne voudrais pas réveiller un sujet vous avez parlé de disponibilité et des réserves. On a les moyens encore, et les Américains nous l'ont démontré, les Chinois vont bientôt nous le démontrer, les Australiens aussi. En investissant dans ces énergies, on peut repousser ses limites, donc ça, voilà, et puis produire à des coûts extrêmement faibles. Diviser par 3 en 5 ans la valeur de l'énergie à l'échelle d'un territoire comme les US, et en plus devenir indépendant et autonome, bon... Ça laisse réfléchir et rêveur quand même. Claude Allègre, et après on reviendra sur les réserves de pétrole, parce que c'est un sujet intéressant. Je voudrais juste revenir sur 2-3 petites choses. La première, c'est que j'ai cru comprendre dans la discussion que ce que je vous avais dit tout à l'heure, que l'idée générale maintenant était de chercher un bouquet énergétique et non pas une seule unique solution, je pense, est partagée par un grand nombre. La deuxième chose, par contre, va être une bataille très, très dure. C'est que, on le voit avec ces projets de photovoltaïque de grandes centrales au Sahara, va être entre l'énergie distribuée et non distribuée. Et ça, c'est un problème de civilisation. L'énergie centralisée, c'est une grande administration, c'est un État fort qui décide, etc. L'énergie décentralisée, des petites centrales, des modes de chauffage à la maison, etc., c'est une autre civilisation. Et cette bataille, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne croit, et naturellement, on aura ce problème devant nous. Je ne dis pas qui gagnera, parce que l'esprit cartésien français n'est pas... du tout, quand on parle avec un certain nombre d'ingénieurs d'EDF, quand on leur parle de décentraliser l'énergie, ils attrapent des boutons. Donc, c'est pas simple. La troisième chose que je voudrais dire, c'est évidemment le coût est essentiel. Et il ne faudrait pas que développant des filières, comme on l'a fait, il faut bien le dire, à coup de subvention, quand on se trouve dans une situation où on a à faire face à la dette et on coupe les subventions, on coupe en même temps des tas d'entreprises qui s'étaient lancées là-dedans. Donc il faut faire très attention quand on lance des technologies nouvelles, qu'on peut le faire en biseau, mais pas avec des écarts de revenus qui soient trop grands. Et puis, on n'en a pas parlé, il faut quand même en parler. Il faut savoir que derrière la perspective, qui a des avantages dans tous les domaines, c'est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, vous fabriquez de l'eau. Donc la question, c'est maintenant comment fabriquer l'hydrogène.
Oui, mais il y a des choses, on Du vient de nucléaire. découvrir. Non, on vient de découvrir, par exemple, qu'il y a des gisements d'hydrogène. Ce que les gens ne savaient pas, il y a des gisements importants, plus importants qu'on ne pensait. Donc, est-ce que ça va être suffisant? Il y a des progrès aussi qui sont faits sur la préparation de l'hydrogène à base de méthodes biologiques. Ça, c'est un défi. Puisque j'ai cru comprendre que ce colloque était en train de réfléchir à l'après, c'est dans l'ordre de grandeur, parce que l'après nucléaire, après pétrole, c'est pas demain, c'est dans 100 ans. Donc, je pense que l'hydrogène est derrière. Et je vous ai dit tout à l'heure, la géothermie qui est en train de se développer à tout va aux États-Unis pour le chauffage. C'est General Electric qui développe ça, parce que vous avez un exemple en France, vous allez à Levallois, vous avez Levallois qui est entièrement chauffé par géothermie. La piscine est faite par géothermie, elle est réinjectée, on extrait même un certain nombre de choses. Et donc, je pense là encore que les développements vont avoir lieu, et puisque ce colloque est dû à l'innovation, je pense qu'il faut faire très attention en spéculant sur l'imagination des chercheurs à échéance de 30 ans ou 40 ans, parce qu'à chaque fois, on est surpris. Hein, et les affirmations, ceci est impossible, ceci ne se fera pas, à chaque fois, c'est démenti. Donc, je dis simplement qu'il y a là une perspective importante dans laquelle l'économie va être essentielle, mais la clé va être l'innovation. Alors, Jean-Marie Tarascon, qui voulait réagir sur notre coup, le chercheur qui a de l'imagination est là. Je veux rebondir sur ces aspects, d'abord sur l'aspect du photovoltaïque. Effectivement, le photovoltaïque, si on projette dans le futur, et vis-à-vis des recherches, il y a différentes filières de photovoltaïque. Notamment, je parlerai du photovoltaïque organique. Il y a 3 ou 4 ans, tout le monde rigolait ou riait sur le photovoltaïque organique. Qu'est-ce que c'est? Vous peut-être préciser parce que Alors, le photovoltaïque organique, c'est tout simplement basé sur des jonctions PN et qui mettent en jeu un mariage heureux, si je peux dire, entre des molécules donneurs et accepteurs. Et ça permet de créer des paires électrons-trous qui vont générer de l'électricité. Et il y a de cela 4 ou 5 ans, on riait là-dessus parce que c'était des rendements faibles. Au jour d'aujourd'hui, on est à 10%. Il y a d'autres filières. Ce qui fait 10% de rendement, ça veut dire quoi exactement? Alors, rendement, ça veut dire qu'en ce cas, vous prenez les photons, vous pouvez en convertir directement 10% en énergie électrique. Alors, le point, si on regarde, les chercheurs s'accordent à dire que en 2040, le coût de l'énergie photovoltaïque sera égal à celui du nucléaire, de l'énergie nucléaire. Voilà. Alors maintenant, pour rebondir à ce que disait Claude Allègre, également au niveau de l'hydrogène. Tout le monde critique l'hydrogène, effectivement, dû à son efficacité et tout ça. Mais si on regarde la recherche, je dirais, élégante, qui nous fait vibrer peut-être, c'est effectivement comment, à partir d'aspects biologiques, on peut tout simplement fabriquer de l'hydrogène. Bon, il y a des recherches qui se font avec Marc Fontecave et au CEA, ainsi de suite, sur cet hydrogène naissant vis-à-vis d'enzymes. Il y a également aux États-Unis, il y a un hub qui s'est formé sur 10 ans, dans lequel directement ils investissent 25 millions par an pour développer cette photosynthèse artificielle, générer de l'hydrogène et ainsi de suite. D'où définitivement, le futur, ça nous fait rêver. Le seul problème, comme je vous ai dit au départ, c'est que l'équation est simple, il faut qu'on double en 2050. Et la question est comment on va le faire? Parce que toutes ces technologies sont prometteuses, mais leur temps de maturation est incertain. Et c'est peut-être un point que je voudrais mentionner ici, c'est-à-dire que tout le monde dit l'énergie est un problème mondial. Mais malheureusement, on ne l'adresse pas d'une façon mondiale. On ne l'adresse pas d'une façon fédératrice, sur un problème concerté. Chaque pays essaie de développer son propre programme, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est une énergie lucrative, où on va pouvoir peut-être, chacun espère, de relancer son économie vis-à-vis de cette énergie. Et je pense que c'est un problème fondamental. Si on pouvait agir tous ensemble, mondialement, sur cette problématique, on pourrait la résoudre. Car finalement, de nouveau, c'est un problème d'échelle. Les principes fondamentaux du photovoltaïque, on les connaît. Les principes fondamentaux de l'électrochimie, on les connaît. Le seul point, c'est comment le faire à grande échelle. Et je pense qu'en ce cas, il faut un continuum entre les chercheurs, les ingénieurs et directement les utilisateurs. Alors, je voudrais qu'on parle quand même un peu de pétrole, parce que
Aujourd'hui, c'est quand même l'énergie qu'on utilise partout. Il y en a partout. Quand on vient en voiture, on est venu avec une voiture qui marche au pétrole, dans le plastique. Mon badge, il est probablement en pétrole. Il paraît qu'il y en a dans l'aspirine également. Et alors, on entend parfois des gens dire il n'y a plus de pétrole. C'est pas tout à fait nouveau parce qu'il y avait un chercheur qui est un scientifique qui s'appelait Ron King Hubbard qui en 1956 avait prédit le pic pétrolier pour 1970, je crois, Manuel Lepoutre. Alors, est-ce qu'il reste du pétrole? Club de Rome, c'est ça? Vous faites référence au Club de Rome? Non, même avant. C'était en 56, oh là il là, le prévoyait oui, pour vous remontez 70. carrément. Oui. Ça ne s'est pas complètement produit, mais ça va bien finir par se produire à un moment donné. Est-ce qu'on est proche de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, le pétrole, le gaz, oui, ce sont des ressources naturelles. Bon, physiquement, il y a forcément une fin. Le problème, c'est de savoir quand. On a produit, pour en revenir au pétrole, on a produit 1000 milliards de barils jusqu'à aujourd'hui, donc beaucoup plus que ce que le Club de Rome ou même avant pensait. Aujourd'hui, dans les réserves dites prouvées, c'est-à-dire voilà, qui sont déjà connues, mais connues en détail, c'est-à-dire pour lesquelles il y a déjà des prévisions de projets de développement ou qui sont en développement, il y en a pour 34 ans, c'est-à-dire environ 700, donc pour comparer aux 1000 milliards qu'on j'ai produit, 700 milliards. Après, si on prend en compte des découvertes qui très probablement vont se faire, bon, rien que Total, en 2011, a fait 3 découvertes majeures. Donc, on continue à découvrir, parce que nos géologues sont de plus en plus créatifs, ils ont de plus en plus d'informations. C'est de plus en plus dur, hein, parce qu'on a des images du gisement de Passeflore qui est en Angola. Je ne sais pas si on peut nous les passer, mais ça devient de plus en plus spectaculaire, l'exploitation du pétrole. On va aller chercher dans des endroits complètement impossibles. On a l'impression qu'on arrive quand même aux limites, non? Alors là, vous parlez de développement carrément. Moi, c'était sur la partie exploratoire. Hein. Donc, pour en revenir, parce que vous m'avez posé les questions sur les volumes, il y a encore vraisemblablement 500 milliards de barils à découvrir ou à mieux produire. Puis après, on peut passer à ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels. Je reste sur le pétrole, je ne veux pas toucher au gaz. Hein, on en parlera peut-être après. Mais là, ce sont les sables bitumineux qui demandent des technologies un peu différentes des technologies classiques. Il y a encore 600 milliards de barils. Donc, si vous cumulez le tout, nous, on voit avec des technologies existantes aujourd'hui pour environ encore 100 ans de production possible. Voilà, le problème, on voit les images de Passeflore. Alors, voilà, là, ce sont des très belles images de Passeflore. Passeflore, c'est un champ de pétrole par grand fond. 1500 à 2000 mètres d'eau et puis après 1500 à 2000 mètres aussi de terre hein, pour aller retrouver les réservoirs avec des hydrocarbures et qui a été développé et mis en production très récemment avec des technologies qui sont vraiment très, je vais parler de ça ici, très voisines de celles utilisées pour la conquête spatiale. Tout se fait par robot. On fait de la production sous-marine, de la séparation. Énormément de process sont faits carrément dans le fond marin, alors qu'on avait l'habitude de transporter le flux de produits sur la plateforme et de faire tous ces process sur la plateforme. On le fait maintenant vraiment en fond marin. Donc c'est la technologie qui augmente les réserves de pétrole, ça que vous voulez dire. Alors c'est de la technologie, mais ça va aussi avec, parce que tout en respectant l'environnement, donc ça demande quand même des investissements qui sont de plus en plus importants. C'est vrai qu'on a plusieurs champs produits en Angola depuis une dizaine d'années. Et là, on atteint plusieurs milliards de dollars d'investissement sur des installations de ce type. Là, c'est neuf hein, pour Passeflore. Donc c'est vraiment des investissements colossaux pour 200 000 barils par jour de production. Hein. Il faut avoir les chiffres en tête. Jean-Marie Tarascon qui avait l'air d'envie de réagir. La place de la question, c'est ce compte-là. Qu'est-ce que vous faites en même temps pour le CO2 ? Alors, sur le CO2, bon, alors en effet, là, tout à l'heure, il m'a été posé la question de la ressource, des réserves. Donc, il n'y a pas, de notre point de vue, sur le court terme, ça dépend ce qu'on appelle court terme et long terme, mais dans l'équation du temps, pour nous, 100 ans de ressources possibles. Par contre, bien évidemment, il y a le plus long terme à préparer. Il y a la difficulté de répondre au marché, puisque la demande du pétrole, même si dans nos pays, on s'en rend moins compte, puisqu'elle a tendance à baisser, puisqu'on a déjà atteint, en France 600 voitures pour 1000 habitants, mais en Chine, c'est encore 40 pour 1000 habitants.
Bon, donc ça vous donne juste l'idée de, bon, ok, ici on voit une décroissance, mais en Chine on ne voit pas de décroissance. Donc pour répondre à cette demande croissante, parce que le pétrole reste quand même l'énergie transportable la plus dense et safe, sécuritaire, avec, voilà. Donc là, on ne voit pas, nous, d'arrêt de la demande. On voit une croissance de cette demande et des difficultés à répondre à cette demande pour des tas de raisons. Des raisons de répartition géopolitique, des raisons de difficulté d'investissement. Alors, je vais revenir à la problématique du changement climatique que vous me posez. Oui, il y a une nécessité de regarder en face cette problématique, parce qu'un baril de pétrole, du charbon ou du gaz utilisé produisent du CO2 à l'atmosphère. Les équations sont assez simples. Je ne vais pas épuiser l'Assemblée avec des chiffres et des équations, mais c'est vrai qu'un baril de pétrole, dans tout le long de ce cycle de vie, va émettre un certain volume de tonnes de CO2 à l'atmosphère. 85% d'ailleurs de cette émission va être à l'utilisation, pas tellement à la production. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait sur le CO2 ? Déjà, dans nos installations, où qu'elles soient, que ce soit des installations de type place-flore comme vous avez vu, si on développe de la séparation sous-marine, c'est parce qu'elle nous permet d'économiser énormément d'énergie. Donc, je ne rentre pas dans les détails, dans le process de production, entre autres. Et encore, l'étape de production, de toute manière, n'est pas très énergivore, même si on cherche à progresser. Là où on a des installations qui sont plus énergivores, ce sont les raffineries, par exemple. Une raffinerie autoconsomme entre 5 et 10% en fonction du type de process de l'énergie qu'elle utilise du pétrole qu'il utilise pour être transformé en carburant ou en diesel. Mais bien évidemment, ça fait des années que les exploitants essaient de diminuer cette consommation. Donc on a fait des progrès faramineux, de l'ordre de 10 à 20% sur la consommation énergétique et donc sur les émissions de CO2 à notre périmètre. La question qui se pose, que je pense pose Jean-Marie Tarascon, c'est est-ce que finalement, s'il y a des réserves de pétrole, est-ce que c'est pas autre chose qui pourrait empêcher l'utilisation du pétrole ? Vous savez, vous connaissez cette citation du Cheikh Yamani, qui était le ministre du pétrole saoudien, qui disait « l'âge de pierre n'a pas pris fin par manque de pierre ». Alors est-ce que finalement la question du CO2 ou de la pollution plus généralement pourrait mettre fin à l'utilisation du pétrole pour les transports, par exemple, avant l'épuisement des réserves ? Alors là, le CO2 et le pétrole, c'est un débat qu'il faut replacer dans son contexte. Aujourd'hui, dans le mix énergétique, puisqu'on a beaucoup parlé de mix énergétique, 80% du mix énergétique, c'est de l'énergie fossile. D'accord ? Et dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, 60% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont liées à l'énergie, donc aux énergies fossiles. D'accord ? La part du charbon est énorme, puisque dans une centrale électrique qui fonctionne au charbon, on émet 2 à 3 fois, en moyenne 2,5 fois plus de CO2 pour la même énergie produite que du gaz. Donc, il est certain qu'il faut travailler sur cette génération électrique, il faut travailler sur les zones, justement, enfin sur les installations qui émettent du CO2 de manière concentrée pour pouvoir, et j'y reviendrai dessus, le capter et le stocker. Mais après, le pétrole lui-même, vu le côté pratique, peu cher pour le transport, bien sûr, il faut l'optimiser. Et j'aimerais qu'on parle de l'efficacité énergétique, parce que c'est quand même quelque chose dont on n'a absolument pas parlé, qui me paraît essentiel. C'est un sujet fondamental. Et donc, bien sûr qu'il faut mieux l'utiliser, vraiment se concentrer sur l'efficacité de l'utilisation de cette matière si précieuse, qui nous permet d'être mobiles, avec quand même un certain nombre d'intérêts. Après, quand on revient à la problématique environnementale, qui est cruciale, je pense que là, il faut en effet se concentrer sur du développement technologique, sur de la capture et de la séquestration, sur les installations électriques qui utilisent charbon et gaz. Bon, vous savez qu'il se construit quand même chaque semaine en Chine plusieurs centrales à charbon. Et bon, voilà, donc l'électricité... Alors, c'est sûr que le consommateur que nous sommes tous n'a pas forcément cette
perception globale, hein, et en particulier en France, où on a notre parc nucléaire, parce que lui, il voit l'électricité, qui est une notion relativement abstraite. Il voit le carburant, là ça devient plus concret, c'est bien lié au pétrole, le lien se fait plus facilement. Il voit le gaz quand il a la chance d'être connecté à un réseau de gaz. Voilà. Et donc, il focalise sur le pétrole, alors que la vraie solution doit être revue plus globalement sur ces aspects environnementaux. Alors, Bernard Bigot, qui voulait réagir. Oui. Si vous voulez, encore une fois, vous avez souligné 100 ans de pétrole. Personnellement, je me situe à une autre horizon. Voilà. Moi, je réfléchis souvent en me disant, je suis grosso modo le fruit d'une histoire sociale qui a commencé il y a 7000 ans. Les premières civilisations organisées, urbanisées, c'est 7000 ans. Quelle énergie a duré longue. Et donc, pour moi, mon souci vis-à-vis du pétrole, du gaz, préservons-le pour qu'il dure le plus longtemps possible. Donc, c'est ça le premier sujet. Et essayons de trouver ce que j'appelle, moi, des énergies durables. Voilà. Alors, bien sûr, la première priorité, c'est celle que vous avez mentionnée, l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique. Et là, il y a des efforts considérables à faire, à la fois du point de vue comportemental, mais aussi technologique. Nous sommes dans les capacités aujourd'hui de développer des technologies qui améliorent considérablement le rendement, que ce soit dans le domaine, comme ça a été évoqué, du stockage, mais que ce soit aussi dans le domaine, si vous voulez, de la production donc des énergies renouvelables. Il y a là des progrès considérables. Donc moi, ma vision, c'est d'essayer comment je peux contribuer à projeter une capacité de fourniture d'énergie dans des proportions qui ont été évoquées, qui est que nécessairement, quelles que soient les économies que l'on va faire, il va y en avoir besoin de plus que maintenant. 1,6 milliard d'habitants dans le monde n'ont pas accès au minimum d'énergie que l'on peut concevoir pour pouvoir effectivement vivre, se développer. Donc c'est ça les vrais enjeux. Aujourd'hui, on parle de la centrale au charbon qui est développée tous les jours en Chine. Ce que beaucoup de gens aujourd'hui oublient, c'est que la Chine est le premier pays éolien au monde. Voilà. Bon, il a dépassé l'Allemagne, il a dépassé les États-Unis. Et ça va aller encore plus vite. La Chine, c'est le premier pays aujourd'hui en termes de photovoltaïque. La Chine a compris que l'usage intensif, comme elle le produit aujourd'hui, des combustibles fossiles, la met en difficulté environnementale. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Pékin, les avions ne pouvaient pas atterrir pendant 3 jours parce qu'évidemment, il y avait un brouillard qui était créé par la combustion locale. Donc pour moi, quelle est la vision? Essayer d'épargner aussi longtemps qu'on le peut le pétrole, le gaz, et il y a des usages qui ne sont pas substitutifs, qui sont extrêmement difficiles. Mais développer un mix qui combine les atouts du nucléaire, infiniment concentré, continu. Il faut savoir qu'en France, par exemple, on a une consommation d'énergie, je dirais, incompressible. Voilà. On consomme en moyenne minimale 30 milliards de watts, par exemple, électriques. Vous ne pouvez pas descendre en dessous. C'est le circuit de distribution, c'est le circuit de froid alimentaire, c'est le circuit de l'ensemble des moyens de communication. Ça, il y a besoin d'une base. Vous avez besoin de ce qu'on appelle, évidemment, la production de base. Et puis, il y a toute la flexibilité qui est offerte par les énergies renouvelables, avec la logique auquel j'adhère totalement, produire localement, consommer localement. Beaucoup de gens croient, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'envoie pas, comme le dit très justement Claude Allègre, l'électricité photovoltaïque sur le circuit? Parce qu'elle n'est pas utilisable localement. Si vous suivez la production d'énergie électrique avec votre panneau solaire, c'est haché. Pourquoi? Il y a un nuage qui passe, il y a un mouvement d'air, évidemment, vous ne pouvez pas utiliser cette électricité. C'est parce qu'on n'a pas encore les moyens de stockage locaux qui permettent de lisser cette restitution d'énergie qu'on est obligé de faire ce que l'on fait. Donc, c'est un système complexe que l'on va développer, dans lequel il va falloir mettre de l'intelligence. Quand on avait un seul système, et je termine sur ce point, il y a 10 ans, en France, il y avait 10 producteurs d'électricité. Vous savez combien il y a de producteurs d'électricité aujourd'hui en France? 200 000. Et il y en aura dans 10 ans 700 000. Donc, pour faire fonctionner cet orchestre-là, il faut mettre beaucoup d'intelligence. Et c'est là la chance que nous avons aujourd'hui. C'est qu'on peut combiner à la fois des technologies infiniment innovatives du point de vue de la production de l'énergie, mais aussi mettre de l'intelligence parce que le développement des technologies de l'information ont servi. Juste pour dire un mot, il y a 36 millions de voitures en France aujourd'hui. Si elles marchaient toutes avec le kilométrage tel qu'elles font aujourd'hui, à l'électricité, étant donné l'amélioration du rendement thermique du moteur électrique par rapport au thermique, un facteur 7 à peu près, c'est 15% d'électricité qu'il faut en plus. Mais ça ne va pas marcher si vous ne mettez pas de l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la distribution d'électricité de France, elle sait où l'électricité est produite.
Cette maison, elle est fixe. Je sais et je peux suivre effectivement. Lorsque je vais avoir des migrations d'automobiles, comment est-ce que je vais dimensionner le réseau pour pouvoir garantir ça? Il va falloir mettre de l'intelligence, et c'est ça, moi, personnellement, auquel je crois, la combinaison de l'intelligence apportée par les technologies de l'information et la maîtrise des technologies modernes de l'énergie. Merci. On va donner le mot de la fin à Jean-Louis Etienne, parce qu'on me dit dans l'oreillette, et l'oreillette a toujours raison, qu'il est temps de laisser la place. Jean-Louis Etienne qui voulait réagir. Je veux bien faire l'instituteur à la fin. Vous avez parlé qu'effectivement l'électricité, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir. Vous avez parlé de térawatts, on n'arrive pas à comprendre. 1 kilowattheure. Vous mettez votre cafetière, regardez votre cafetière, dans le cul de la cafetière, vous avez la consommation. Vous avez 1000 watts, par exemple, ou 1200 watts. 1 kilowattheure, c'est la consommation de cette cafetière quand on la laisse tourner pendant 1 heure. On est d'accord? Donc, 1 heure de votre cafetière en route là, pour conserver le café chaud, vous avez consommé 1 kilowattheure. 1 kilowattheure, je me lève. C'est, vous prenez une valise de 10 kilos, une table de 1 mètre, vous le faites 36 000 fois. 36 000 fois, c'est 1 kilowattheure. C'est pour donner une idée de la quantité énorme d'énergie que l'on consomme. On ne se rend pas compte. Si on voulait faire tourner simplement le métro à Paris et le RER ensemble, il faudrait 400 éoliennes de 2 MW, celles qu'on a dans la campagne, 400 éoliennes et qu'il y ait du vent. Et là, vous ne faites tourner que le métro, le RER et tous les systèmes qui vont avec. Bien sûr, c'est le mix énergétique qui va nous sauver à l'heure actuelle. Si on veut ne plus être des clients, j'ai entendu que quand on parle Total, il y a un peu quelques remous tout le temps. Mais en fait, si on veut que ça s'arrête, si vous voulez, il faut acheter des voitures électriques, mais enfin, il va falloir quand même faire l'électricité. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est des gros consommateurs d'électricité. Donc, d'une manière générale, et tout le monde est d'accord, économisons l'énergie. C'est là-dessus que nous, citoyens, chefs d'entreprise, chefs de famille, vous pouvez agir d'une manière extrêmement efficace sur les économies d'énergie. Merci, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Je vais laisser la parole maintenant à François-Olivier Gisbert qui accueille François Bayrou, qui va nous raconter ce qu'il veut faire en matière d'innovation. Merci beaucoup.